Les Seychelles, un nom qui fait rêver et qui évoque les plages de sable blanc, la mer Azur et les rochers sculptés par le temps. 1500 îles perdues au milieu de l'océan Indien à plus de 1000 km des côtes de l'Afrique de l'Est. Un paradis que seuls les navigateurs arabes fréquentent dès le 7e siècle. À partir de 1506, les îles Amirantes figurent sur les cartes des Portugais, mais restent vierges. Elles deviennent un repère pour les brigands qui rançonnent les navires de commerce. Les Français sont déjà présents à Maurice et à La Réunion. En 1742, Mahé de la Bourbonnais décide de coloniser ces îles au nord de Madagascar. L'île principale est baptisée l'île de l'Abondance, puis Mahé. Les premiers colons ne s'installent qu'en 1770. L'intendant du roi, Pierre Poivre, originaire de Lyon, botaniste passionné, va, comme à Maurice, introduire des épices. Il fait aménager à Anse-Royal un jardin qui se veut la copie du jardin de Pamplemousse à Maurice. Il fait planter poivriers, girofliers, muscadiers et canneliers. Sur les hauteurs de la baie dominant le bleu de l'océan, le jardin du roi évoque aujourd'hui ce passé. Ce jardin est un jardin qui a été, si vous voulez, créé depuis dans les années 1800 pour être un jardin, disons, d'épices et de vivre aussi. On avait des maniocs, patates, on avait l'élevage. Ça avait été créé par mon aïeul parce qu'il était un Anglais, lui. Et vous savez, l'Anglais, il aime son jardin. Dans la période de la Seconde Guerre mondiale, on avait beaucoup d'épices. On faisait beaucoup de cannelle ici et beaucoup de patchouli. La cannelle, je pense que c'est Pierre Poivre qui avait amené la plupart des épices ici. Vous savez, il y avait Gillot qui était avec lui. Quand ils ont fait le premier jardin du roi, qu'on croit qu'il est à l'Anse-Royal, mais c'est Gillot qui avait amené, disons, la vanille du Mexique, le poivre des Indes et aussi la cannelle. Ils ont amené tout ça ici. Et puis, la cannelle, c'est les oiseaux, nos martins qui ont semé la cannelle sur l'île. Parce qu'ils mangent beaucoup les grains mûrs, là. Alors, où ils passent, ils déposent. Et c'est eux qui ont fait la propagation de cannelle, vraiment, pas l'homme, vraiment. Mais la cannelle, on se sait, c'est un arbre, comme le cocotier, vraiment, qui a beaucoup de valeur. On coupe les branches pour les bâtons, oui, relativement, mais le tronc, l'arbre en entier pour les écorces, parce qu'il y a grosse écorce, petite écorce et bâton. Avec les bâtons, on gardait pour vendre pour les mets, pour la cuisine, et l'écorce de cannelle pour l'essence, pour les médicaments, pour tout, et les feuilles de cannelle aussi. Et les feuilles de cannelle, une fois que ça avait été distillé, c'est formidable comme fumier pour les plantations. C'était une propriété agricole jusqu'en 1978, on avait gardé, parce que nous sommes venus propriétaires en 1977, nous. En 1995, c'est là où on s'est décidé, on a dit, le touriste n'a pas la chance de voir des épices, et on avait les arbres, parce que les girofliers sont les centenaires qui ont été là. On a refait les muscades, on a refait le poivre, on a refait la vanille, donc on a fait ça, une plantation d'épices. Tous nos épices vont dans nos mets. Tous nos fruits vont dans nos mets, nos salades, et nos confitures, nos compotes et nos jus. Nos jus sont célèbres. Et les confitures aussi. Ouais. On est calme. Le calme qu'on n'a pas de prix. On ne peut pas payer ce calme n'importe où. Et la beauté de l'endroit, c'est riche. Pour moi, c'est la richesse. C'est pas l'argent dans la banque. C'est ça la richesse, là. La population des Seychelles est d'environ 80 000 habitants. 90% résident sur l'île principale Mahé. La capitale, dont le nom évoque la reine d'Angleterre, Victoria, en accueille près de 30 000, la taille d'une petite ville française, et son calme. Il fait bon flâner dans les rues de Victoria, où le modernisme côtoie l'architecture créole. De grandes maisons de bois aux toits pentus, avec de larges ouvertures pour profiter au maximum des brises marines. Les amateurs de nature, quant à eux, se retrouvent au jardin botanique. Le jardin a été créé en 1901 par M. Dupont et c'était un jardin d'acclimatisation. Et c'est-à-dire que M. Dupont allait partout dans les autres îles et il venait avec des plantes exotiques ici
et pour voir si ça va très bien, ça acclimatise bien ici aux Seychelles avant de le propager ailleurs. Oui, il y avait un côté économique parce que c'est là où on a pu en avoir du jacquier, des fouilles à pain qui étaient la base de nourriture en ce temps-là ici aux Seychelles. C'est aussi un jardin des collections des plantes endémiques et des plantes indigènes. Mais nous avons principalement ici tous les 6 palmiers endémiques des Seychelles et d'autres plantes. Nous utilisons le jardin pour la propagation de ces plantes dans les autres endroits, dans les autres habitats des Seychelles. Nous avons en ce moment 200 espèces de plantes ici dans le jardin. Des gens viennent les acheter, les Seychellois sont bien conscients maintenant qu'il faut conserver les plantes qui sont endémiques. Et nous faisons une fois de temps en temps où des gens ils viennent directement ici au jardin pour les plantes ornementales ou pour les plantes endémiques et aussi pour les réintroduire aussi dans les autres sites. Un saut de puce, 15 minutes de vol pour rejoindre Praslin, la 2e île des Seychelles. À peine franchi les portes de l'avion, nos yeux sont émerveillés par les fleurs et les plantes qui semblent vous accueillir. Ça, c'est une décision du gouvernement d'embellir Praslin parce que c'est une île touristique. On retire tous les déchets et on introduit des plantes qui sont faciles à maintenir. Il n'y a pas beaucoup de nurseries à Praslin, mais ils viennent ici parce qu'on vend les plantes assez bon marché. L'organisme qui est en charge de l'embellissement de l'île est une ONG, le Fonds de développement de Praslin. L'État en est le principal financier. En gros, le PDF, on a une centaine de personnes, mais dans les domaines horticulture, là, on a une quarantaine de personnes. On a des gens à Font-Ferdinand, un parc national qu'on gère. Là. Il y a aussi des gens sur la route là, qui nettoient la route. Et même les arrêts de bus, ils nettoient les arrêts de bus. Et même l'aéroport, les bâtiments de l'aéroport, on les maintient aussi. Retour à Victoria, aux allures de sous-préfecture, pour aussitôt prendre la route de Sans Souci, qui serpente entre granit et forêt. Une traversée de 8 km qui offre des points de vue à chaque virage et, surprise, une plantation de thé. Avec la conduite à gauche, une preuve que les Anglais sont passés par ici. Car le climat est propice à cette culture. Chaleur le jour, un peu de fraîcheur la nuit et de l'humidité, car le Morne Blanc culmine à plus de 650 mètres. Une seconde route pénètre l'île et passe par la Misère. Un nom bien étrange, car les paysages sont d'une beauté sauvage. Dorothy, passionnée par les fleurs, a créé un lieu unique, magique, dans un écrin de verdure. Des plantes qu'elle a fait venir des 4 coins de la planète. Un jardin qu'elle fait visiter quand elle ne veille pas sur ses anthuriums. Un souvenir que les touristes aiment acheter avant leur départ. La passion depuis plus de 50 ans d'Antonio Ducasse, les fruits. Pour moi, j'ai remarqué qu'avant ça, on avait beaucoup d'arbres aux Seychelles. Mais avec le développement, on a détruit, on fait des maisons, des développements. Alors moi, j'ai l'idée à présent de refaire ça, puisque moi, tout le temps, je travaille avec ça, moi. Et dans ma maison, on a des fruits même, tout entouré, tout avec des fruits. Au petit, c'est commencé à l'école. J'ai commencé à l'école. Après, j'ai grandi, mes parents, c'est ça, ils vivent comme ça. Ils plantent beaucoup de manioc, des patates. Et moi, j'ai grandi comme ça. On a beaucoup de fruits dans le mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Après, ça diminue. Le papa, les chauves-souris, ça ne mange pas. Les mangues, on a des problèmes avec les mangues. Les mangues, avec les gens malades, ça mange. Mais le papa, les oranges, non, pas de problème.
Les marchés sont certainement les lieux les plus propices pour découvrir l'âme d'un pays. Celui de Victoria réunit des fruits et des légumes venus dans les bagages d'une population aux origines diverses, européens, africains, indiens, chinois. C'est aussi une source d'inspiration pour les artistes locaux. Je suis séchellois. J'étais toujours à l'admiration, comment je peux dire, la végétation tropicale comme la vallée de mai, le jardin botanique, les cocos de mer avec les pales endémiques et différents avec les arbres, ça représente les Seychelles pour moi, mon impression. En principe, quand je fais les tableaux, j'aime mettre beaucoup les couleurs vertes, les couleurs jaunes, les couleurs roses. Ça représente la gaieté, les Seychelles, la lumière, le genre. C'est les Seychelles, c'est typical Seychelles. Je vais sur place en direct, je regarde l'endroit, comment ça est. Et en même temps, j'ai des idées à peu près dans les 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Après, je termine, comment je peux dire, les détails dans la galerie, dans mon studio personnellement. Et en même temps, les touristes, ils rentrent, ils aiment venir voir les tableaux. J'aime faire les tableaux, peindre les tableaux de la vallée de mai, par exemple la cascade de la vallée de mai, l'eau qui coule en même temps, dans le style très moderne, avec les petits couleurs d'or là-dedans, ça donne une impression super fantastique comme ça. Vous êtes ici dans la vallée de Mai. Le parc a été établi depuis 1966. L'importance d'établir cette parc, parce que c'est une forêt de palmes unique aux Seychelles. Et ici, dans la vallée de Mai, on trouve 6 espèces de palmes endémiques. En tout, c'est distribué les 6 espèces dans pralin ou mahé, on peut voir, mais ici, sont plus denses. On le voit comme le cocotier de mer, la tagnefeuille et les autres encore. En 1983, il était devenu un patrimoine mondial. Ce patrimoine mondial, maintenant, c'est une organisation locale qui fait l'aménagement, c'est le CIF ou bien SAIF, les fondations des îles Seychelles. Bon, moi, je travaille et je suis responsable du parc. Et pendant ce moment, il y a des activités que nous faisons dans le parc. Ce que nous faisons, nous voulons premièrement enlever tous ces plantes exotiques. Ça, il y a un projet que nous travaillons là-dessus. Et puis, nous voulons qu'ils soient seulement naturels avec des plantes endémiques et des plantes indigènes. Premièrement, l'objectif de visiteurs, c'est voir les cocotiers de mer. Bon, il faut comprendre, il y a le plan, le cocotier de mer mâle et le cocotier de mer femelle. Le mâle porte le long chaton, ce qu'on appelle l'inflorescente. Le long chaton, ça qui produit des pollens pour la fécondation de la femelle. C'est la femelle qui produit le fruit. Mais c'est 80%, la fécondation s'est faite avec le vent. Et le 20%, c'est avec des insectes ou bien des autres espèces. Le cocotier de mer prend, par exemple, depuis qu'il commence à pousser, germer, jusqu'à qu'il produit à 14 ans. Là, on voit le tronc qui commence à quitter le sol. Mais après, jusqu'à 30 à 40 ans, qu'il commence à produire des fruits. Veut dire, en gros, en 40 ans, 45 ans, qu'on peut voir un fruit du cocotier de mer. Parce que le fruit lui-même, depuis sa fécondation jusqu'à sa maturité, c'est 7 ans. C'est long. Son reproduction, c'est très lent. Bon, quand vous traversez la vallée de Mai, on peut voir les cocotiers de mer qui sont suspendus. C'est dans le monde entier, dans le monde de la végétation, c'est la plus grosse noix du monde. Le record que nous avons, c'est à peu près 18,3 kilos. Et les feuilles ne sont pas en reste. À peu près, je peux dire, dans 40 à 50 kilos. Quand il est encore vert. Mais même quand ils sont secs, ils sont très lourds. Mais il faut faire un peu attention. Son feuille, ses branches, tout, ça coupe comme des rasoirs. Le premier botaniste qui ont ramassé, c'est aux Maldives. C'est pourquoi le nom botanique s'appelle Lodycia maldivica. Mais nous voulons changer. Mais il faut une convention, c'est pas facile. Le nom qu'un botaniste déjà donné, c'est fini. Mais peut-être un jour, il y a une convention qu'on peut changer le nom. Nous voulons qu'il y ait le nom des Seychelles. Ça, c'est mieux. Bon, et puis, d'après l'histoire qu'on disait,
quand le premier navigateur qui traverse les Seychelles, à Praslin, surtout sur l'île Praslin, en descendant sur la plage, il a vu le cocotier de mer sur la plage 1. Et ils ont masqué en dessous pour que personne ne le voie, parce que dit ça, c'est mon trésor. Alors, et pendant qu'ils rentrent à l'intérieur de l'île, là, ils ont vu qu'il y a beaucoup. Bon, et si par exemple, de l'histoire de Praslin, si vous allez près de la côte, parfois il y a des érosions, là, on peut voir des troncs qui restent de cocotiers de mer. Ça veut dire qu'ils sont près de la côte. Mais pourquoi ils ne sont pas de la côte maintenant, surtout sur les collines, et comme ici, le Vallée de Mai, c'est plus dense, ça, se poser la question, je n'ai pas de réponse. Pourquoi? S'ils ont coupé, mais parce que l'histoire aussi des Seychelles qui disait, dans le musée L'Histoire naturelle de France, il y a des planchers de coco de mer. Je ne sais pas s'il existe encore maintenant. La vallée de Mai est aussi le refuge d'une faune riche et unique. Le sanctuaire du perroquet noir, qu'on trouve seulement dans l'île Praslin et surtout dans la vallée de Mai, parfois on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que l'activité des visiteurs. Parfois on reçoit presque par jour 150 à 200 visiteurs par jour. Vallée de Mai, c'est 19,5 hectares la grandeur, mais nous, dans le CIF, ou bien les Seychelles Salines de Fondation des îles Seychelles, nous avons vu qu'il n'y a pas d'assez pour, par exemple, la protection pour la biodiversité de la vallée de Mai. Mais avec négociation avec le gouvernement, nous avons reçu presque 54 hectares qu'on est en train d'agrandir la biodiversité de la vallée de Mai, soit rester dans l'état naturel. Il disait que dans la nuit, l'arbre mâle bouge qui va vers la femelle. Et si par accident, vous le voyez, tu meurs. Hein? Mais je ne sais pas. Mais moi, j'aime voir un jour. Il fait de grands bruits, ce qu'il disait, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non. Le vent qui souffle, c'est vraiment comme des films horreur. Si vous n'êtes pas les cœurs durs, vous fuyez, vous croyez qu'il y a des, qu'on dit, mais malfaisants, ou bien quoi que des gens qui disent, je ne sais pas exactement. Bon, mais le soir, si vous êtes là, tu entends tout sortes de sons de la vallée. Nous, ici, nous ne ramassons pas tout. Il y a certains qui restent dans l'état naturel pour la reproduction. Mais il y a quelques pourcentages qu'on ramasse. Ça, on vend avec les artisans. Alors, les artisans, le gouvernement a produit une espèce de laissez-passer, qu'on appelle ça comme un tag, alors qu'ils déposent sur le cocotier des mers. Sans ça, peut-être tu as un problème à l'aéroport. Mais ce n'est pas difficile parce que vous restez dans le paradis. Gagnons un autre paradis, la Digue, à 30 minutes par bateau de Praslin, une île minuscule. Les photographes de mode l'ont adoptée, subjuguée par le turquoise de l'océan, l'émeraude des forêts et le rose des granites. Des cartes postales que tous les touristes s'empressent de reproduire. Des paysages qui prennent des teintes encore plus étonnantes quand les caprices de la météo viennent contrarier votre séjour. C'est pas le climat, les Seychelles. C'est pas la pluie, non. Les Seychelles, c'est le soleil. Mais quand même, on a besoin de la pluie de temps en temps pour arroser les plantes. Mais les Seychelles aussi, c'est joli dans la pluie quand même, non? J'aime les couleurs dans le jardin. Ça fait le vivant, ça fait la maison plus jolie. Voilà, c'est du bonheur. Un bonheur que se partagent les 2000 habitants de la Digue. C'est une petite communauté, la Digue. Alors, tout le monde se connaît. À la Digue, on demande avec les amis, on demande avec les gens, les voisins. Comme ça fait comme ça, on demande les plantes, on partage. Moi, je les plante, on donne, on change, on fait l'échange. Des fois, quand mes amis viennent à la maison, elles me posent la question, mais comment ça se fait que les plantes, ça pousse vite? Mais je dis, est-ce que vous avez planté les plantes avant que la maison? Je dis, mais non, pas nécessairement. La terre est bonne. Moi aussi, des fois, je trouve un peu drôle. Je vois que les plantes, ça pousse très vite, mais peut-être c'est la terre. Si on peut imaginer, je dirais oui. Un conseil, visitez la Digue en vélo et vivez au rythme de cette petite communauté. Calmement, comme le pas des bœufs ou à l'allure des tortues de terre géantes.
Avant l'arrivée des touristes, le cocotier avait fait la fortune de l'île. À Union Estate, une petite usine a été restaurée. Elle permet de suivre toutes les étapes de la fabrication de l'huile de coco. L'amande est séparée de sa coquille, puis mise à sécher dans un four. Le copra est confié à un antique pressoir actionné par un bœuf. Goutte à goutte, l'huile est extraite puis vendue au village. Si vous pressez l'amande crue, vous obtiendrez du lait de coco. Un régal en cuisine. Mais il faut absolument la faire sécher au four pour extraire l'huile. Nous sommes sur l'île de Sainte-Anne qui a été découverte en 1756 par Corneille Nicolas Morfay, découverte le 9 septembre qui est le jour de la fête de la Sainte-Anne, c'est donc pourquoi elle porte ce nom. Par la suite, les Français ont colonisé Mahé et les Seychelles, sont revenus en 1770 sur Sainte-Anne, mais Sainte-Anne était protégée naturellement par les alligators et la mangrove, donc elle était impénétrable. En 1772, Pierre Hangard, mandaté par Pierre Poivre, a fait ici de nombreuses plantations, que ce soit épices ou légumes, pour pouvoir subvenir aux besoins en nourriture des Français qui étaient installés sur Mahé. En 1794, les Anglais sont venus chasser les Français. Ensuite arrive 1832 où nous avons des Anglais et des Américains qui commencent à se servir de Sainte-Anne comme station de relais de transit pour l'huile de baleine. La célèbre tour de l'horloge démontre que les Anglais sont les maîtres des Seychelles, même s'ils peinent à imposer leur langue et leur religion. De 1880 à 1900, la population double, passant de 10 à 20 000 habitants. Mais loin des grandes lignes maritimes, les Seychelles sont un peu oubliées par Londres. Elles obtiennent leur indépendance en 1976. Profitant des richesses naturelles, le tourisme s'impose, mais de façon réfléchie, en respectant l'environnement. En 1993, les rangers se sont installés sur Sainte-Anne pour y installer leur QG du parc marin. Ensuite, en 2001, ont commencé les travaux de construction de Sainte-Anne et l'hôtel a ouvert le 1er novembre 2002. Les premières plantations, elles ont commencé en mars 2002 avec une équipe de 7 jardiniers mauriciens qui sont partis de zéro pour y planter. Alors, il y avait deux choses. La première, c'est conserver l'aspect nature et protection de l'environnement qui était déjà présent sur Sainte-Anne. Et le deuxième était d'agrémenter tout autour des villas et du restaurant et des différents points d'attraction de l'hôtel des nouvelles plantations pour enrichir la végétation. Tous les grands palmiers sont d'origine, donc l'architecture a été faite pour contourner tous ces palmiers, ne pas les détruire. Et à côté de cela, nous avons replanté des arbres, des plantes pour justement enrichir et faire que de l'extérieur, Sainte-Anne apparaisse cachée et s'intègre parfaitement avec l'environnement. L'île fait 100 hectares et Sainte-Anne, le resort, fait à peu près 25 hectares. Le gouvernement seychellois a donné un cahier des charges relativement strict pour que, comme nous sommes dans un lieu privilégié et protégé, c'est-à-dire le parc marin, il fallait que même des constructions puissent s'intégrer et protéger l'environnement, ne pas le dégrader. C'est ce qui fait la richesse des Seychelles. Donc c'était effectivement un des objectifs. Nous sommes entre guillemets en autonomie totale, c'est-à-dire que nous avons une station de désalinisation, donc nous prenons l'eau dans la mer, l'eau est traitée, injectée dans le système sanitaire autre, comme elle peut l'être en France, donc elle est potable au robinet. Après, l'eau est retraitée dans une station d'épuration, n'est pas rejetée dans la mer, mais sert aussi pour l'arrosage de l'ensemble des jardins de Sainte-Anne. Donc là aussi, c'est un aspect de protection de l'environnement. On quitte avec regret ces paradis
Les yeux pleins de couleurs, les narines comblées par les senteurs, certainement un peu jaloux de ne pouvoir reproduire chez soi le jardin de l'Éden.